à partir du 1er juillet. Le prix qui était à 8 000 pour tous les produits confondus est passé donc de 8 000 à 10 000. Il était de notre devoir, en tant que service public, de vous appeler pour vous donner des clarifications afin que vous soyez des relais auprès de nos concitoyens. C'est cela notre devoir. Je voudrais commencer d'abord par un petit rappel. Le prix en février 2014, pour ceux qui se souviennent, était à 10 000 francs. 2014 a été caractérisé par deux réalités. De janvier à juillet 2014, la tendance à l'international des prix du baril était à la hausse. À partir de août 2014, on a eu le point d'inflexion. Donc il y a eu l'amorce de la chute du baril. Le phénomène a été constaté chez nous qu'en octobre 2014. Et pourquoi? En Guinée, le carburant n'est pas acheté localement, parce que pour le moment, ce n'est pas une ressource naturelle du pays. Toutes les commandes que nous effectuons sont effectuées 60 jours à l'avant. C'est le délai contractuel. Parce que le fournisseur qui nous fournit a besoin de planifier l'achat. Au-delà de l'achat, il a besoin également de planifier la logistique. C'est pour ça la chute du prix du baril qui a été constatée en août. La Guinée ne l'a senti qu'avec un effet décalé, donc 2 mois après, au mois d'octobre. Ceci est important pour vous parce que souvent on a tendance à dire que le baril baisse à l'international et ce n'est pas instantané en Guinée. Donc ce n'est pas un effet interrupteur. Vous savez, l'interrupteur, dès que vous appliquez le doigt, vous avez la lumière, mais pour le pétrole, en tout cas pour tous les pays qui sont importateurs, qui n'ont pas la production locale, quand il y a variation à l'international, cela ne se ressent qu'avec décalage. Donc quand le gouvernement l'a observé en octobre 2014, comme je l'ai dit, janvier, unilatéralement, le gouvernement a décidé de baisser le prix. Donc on est passé de 10 000 à 9 000, pour ceux qui ont encore les archives. Le syndicat, entre-temps, a estimé qu'il fallait faire un effort supplémentaire. C'est ainsi qu'en février 2015, il y a eu une négociation. Et à l'issue de cette négociation, le gouvernement et les acteurs sociaux ont convenu de fixer le prix à 8 000. Comme pour vous dire que le prix qui prévaut, en tout cas qui prévalait jusqu'à fin juin, c'est le prix qui est d'actualité depuis mars 2015. Vous allez vous poser la question parce que c'est étonnant. Le prix étant dynamique, donc publié à longueur de journée tous les jours sur le marché international, on pourrait se permettre de se poser la question pourquoi en Guinée on n'a pas suivi la tendance. C'est parce qu'entre-temps, en février 2016, il y a un accord qui a été signé entre le syndicat et le gouvernement, précisément à la date du 19 février 2016. Et dans cet accord, il y avait 2 préalables, lesquels figeaient le prix du carburant. Quels étaient les 2 préalables? Le premier était que le prix devait se maintenir intact, donc inchangé, pendant toute l'année 2016. Quelle qu'en soit la variation du prix à l'international. Ce qui était contraire à la réalité. Bon, mais puisque c'était un accord, le gouvernement avait l'obligation d'observer. L'autre point était que, tant qu'on n'est pas dans la limite de 57, on ne pouvait pas ajuster. Et si on devait ajuster, effectivement, on devait se mettre à table pour convenir des mesures d'accompagnement. Entre-temps, la fluctuation a commencé, le baril a amorcé donc la hausse. À partir d'octobre 2017, la structure était déjà défaillante. Donc, pour des raisons diverses, que vous saviez, parce qu'il y avait les examens nationaux, il y avait le mois de carême, tout ça, donc le prix n'a pas été ajusté. L'État a continué à subventionner, on a pu vous faire une évaluation du poids financier de cette subvention. D'octobre 2017 à juin, cumulativement, l'État a dû renoncer à ces taxes à hauteur de 750 milliards environ. 750 milliards, c'est énorme. C'est un dérapage budgétaire de nature à rétrécir la surface financière de l'État et l'empêcher donc à investir dans le secteur qui nous préoccupe, le secteur de la santé, de l'éducation, et ainsi de suite. Donc,
Entre-temps, l'État avait une limite puisque ce n'est pas une générosité qui peut aller à l'infini. Quand vous prenez la structure de prix, on est disposé à discuter des composantes avec vous. Chaque ligne de la structure appartient à un acteur. Pour aller rapidement, il y a une ligne qui appartient aux fournisseurs étrangers qui approvisionnent. Ça, c'est le coût d'achat. Il y a les frais locaux qui commencent par le quai, le stockage, la distribution, jusqu'aux marges des intervenants. L'État, s'il doit faire la subvention, c'est pour ça qu'on dit que la subvention, c'est la renonciation aux droits et taxes. L'État ne peut le faire que sous la contrainte de ces taxes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être généreux au point de diminuer pour les autres. À partir donc du mois de juillet, on était face à un blocage. Toutes ces lignes qui servaient de matériel pour l'État d'être généreux avec une politique sociale étaient épuisées. Mais au-delà, on avait aussi des engagements avec nos partenaires financiers. Vous savez, quand vous partez vers les partenaires financiers, ils n'ont pas de problème à vous accompagner, mais ils vous demandent ce qui est connu de tout le monde, c'est la mobilisation des ressources internes. Parce que vous ne pouvez pas aller demander des emprunts, des secours, pendant que vous avez des possibilités de mobiliser vos ressources internes. Donc, en adéquation avec ces engagements, l'État n'avait pas d'autre choix que d'augmenter le prix à partir du 1er juillet. Le prix donc a été augmenté. Pour ceux qui le savent, ce n'est pas un prix au-delà de la moyenne par rapport aux pays limitrophes. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, si je prends un prix moins, c'est autour de 11 500. Et la conséquence aussi, je l'ai dit à tant d'autres, la conséquence d'avoir un prix inférieur en Guinée comparativement aux autres prix crée un problème au niveau du commerce extérieur. Parce que les Guinéens sont tentés, question de d'avantage comparatif de prix, de soutirer le produit en Guinée pour aller le vendre ailleurs. Donc ils me diront, mais pourquoi on n'a pas la douane pour cerner tout ça? Je leur répondrai de deux manières. D'abord, quand le prix est bas en Guinée, vous savez, on est signataire du traité d'intégration de la CEDEAO. Donc, il peut y avoir de l'exportation, mais de deux manières. Une exportation légale, parce que tous les Maliens qui sont au voisinage, ou tous les Ivoiriens qui sont au voisinage des frontières guinéennes, si ceux-là planifient de venir faire leur enlèvement en Guinée, on ne peut pas les empêcher de le faire. Moi, quand je prends mon avion ici, je descends à l'aéroport du Mali, il y a une voiture qui m'attend. Je traverse, je vais m'arrêter à une station malienne, on ne me dira pas de ne pas prendre parce que je suis guinéen. Ça voudrait dire que si le prix est bas en Guinée, on crée un déséquilibre parce que tous ceux qui sont aux alentours de nous vont avoir du produit, de l'appétit pour d'autres produits, pour la simple raison qu'ils sont incités par l'avantage comparatif du prix. Au-delà, je l'ai dit, il y a la perméabilité de nos frontières. Vous savez que ce n'est pas facile de cerner. La douane va se mettre à un niveau, mais on a du mal déjà à situer nos limites avec nos pays voisins, donc on ne peut pas cerner tous ces points de fuite, donc le coulage. Donc ça fait partie des raisons qui ont fait qu'il n'y a pas de pertinence pour la Guinée d'avoir un prix inférieur aux autres. J'ai aussi expliqué un autre phénomène. Quand le prix est bas en Guinée, donc on commande au-delà de ce qu'on a à commander, celui qui gère l'importation chez nous, donc celui qui supervise, ça vous le dira. Avant cette situation de déséquilibre de prix entre nous et les voisins, on était en moyenne autour de 70 000 tonnes mensuelles. Aujourd'hui, on fait 80 000, donc il y a 10 000, 15 000 tonnes de gonflage qui se greffent, qui est lié au fait qu'il y a le coulage sur le produit guinéen. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est quoi? C'est que, puisque ce n'est pas acheté localement, donc ce n'est pas acheté en francs guinéens, tout le différentiel lié au gonflement de la commande va se traduire en facture d'achat, puisque l'opération est libellée en dollars. Donc, on va avoir un gonflement au niveau des sorties de devises, et ce gonflement au niveau des sorties de devises va se traduire au niveau de la balance commerciale, qui va se déséquilibrer, et cela va avoir un incident sur le pouvoir d'achat du franc guinéen. Donc, le franc guinéen va se déprécier parce qu'il est assez demandeur de dollars, et in fine, cela va le rattraper dans le coût d'achat de nos produits. C'est pour ça ceux qui disent non, il ne faut pas augmenter le prix du carburant, sinon on va créer l'inflation. Mais vous voyez avec cette démonstration du fait qu'on va sortir plus de devises, ça va déprécier le franc guinéen, la peur de l'inflation va créer l'inflation. C'est ça le cercle vicieux de l'économie. Bon, donc, ceci dit, la Guinée n'a pas intérêt à le faire parce qu'on va exporter, mais au-delà, j'ai expliqué à d'autres la non-pertinence de la subvention. Parce que je l'ai dit, et je pense qu'on peut le démontrer, il y a un des pays qui a été très généreux en subvention, qu'on voit aujourd'hui à la télé,
c'est le Venezuela. Le Venezuela, imaginez, est un pays producteur de pétrole, qui aurait pu être comme la Guinée équatoriale, qui a pu améliorer le quotidien de sa population, de son peuple, à travers le pétrole. Mais le Venezuela a pris l'option d'être généreux, d'avoir un prix social en dehors de la réalité économique. Ça lui a rattrapé in fine. Aujourd'hui, dans ce pays, on voit les gens se battre pour des miches de pain dans les alimentations. Comme pour vous dire que ce n'est pas pertinent la subvention, parce qu'elle va vous rétrécir en surface financière, parce qu'elle ne profitera qu'à ceux-là qui sont des gros consommateurs de carburant, notamment les industries ou autres, telles que Topaz, Bonagui et tant d'autres. Pour nous autres, les catégories qui sont visées par la subvention, vous les connaissez, ce sont bien nos frères qui sont en bordure de route, qui ont besoin d'avoir des services publics de transport, donc plus de bus, plus de taxis et plus de carrias. Ce sont bien nos mamans qui sont matinales au marché pour aller faire leur achat d'arrêt de première nécessité. Mais c'est également nos parents qui sont dans les villages reculés, qui produisent, qui ont donc besoin de consommer une partie de leur production, mais également qui ont besoin d'écouler l'excédent agricole dans les milieux urbains. Mais s'il n'y a pas de piste rurale aménagée, s'il n'y a pas de pont, ceux-là ne sont pas permis de venir parce qu'ils seront bloqués des centres urbains. Et c'est de nature à étouffer l'activité économique. Vous voyez à Kankan aujourd'hui, il y a des exemples éloquents. À Kankan, à un moment donné, quand il y avait l'industrie de transformation des jus de fruits, tout le monde était incité à faire les plantations de mangue. Aujourd'hui, puisque le tissu industriel n'est pas renforcé, il n'y a pas de courant, les usines ne fonctionnent pas, les périodes de mangue arrivent, elles sont abandonnées comme ça devient source d'insalubrité. Finalement, les gens sont découragés dans cette activité. Il y a d'autres même qui coupent les manguiers aujourd'hui pour en faire des charbons de bois. Comme pour vous dire que si l'État n'est pas confortable pour construire des hôpitaux, afin de permettre à ceux-là qui ne peuvent pas aller en évacuation parce qu'ils n'ont pas les moyens, construire des écoles, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer les enfants dans les écoles privées, l'État va être incapable de faire face aux besoins sociaux. Et cela se fait avec les ressources. Donc, ce qui est mieux à faire, et c'est pour ça que les gens ont tendance à abandonner cette subvention qui est contre-productive, parce qu'elle rate la population cible, c'est de permettre à l'État d'avoir ses recettes. Une fois qu'elle a ses recettes, que ces recettes-là soient utilisées à bon escient pour utiliser ceux qui ont besoin d'affréter les services publics du transport, pour soulager ceux qui vont au marché à travers les denrées de première nécessité, pour également soulager ceux-là qui sont producteurs et qui ont besoin d'avoir une demande pour leur excédent agricole. C'est ça la pertinence d'abandonner la subvention et d'utiliser les ressources à bon escient. Également, souvent j'entends, on était à l'hémicycle la dernière fois, il y a un député qui interpelle, imaginez le Premier ministre pour lui dire, mais pourquoi vous n'abandonnez pas vos recettes sur le pétrole? Pourquoi vous ne subventionnez pas? Ça m'a inquiété. Ça veut dire que ce député, quand il vote la loi des finances, il ne sait pas ce qu'il vote. Dans la loi des finances, c'est l'Assemblée qui autorise, l'Assemblée qui vous incarne, qui m'incarne, qui est l'incarnation du peuple. C'est l'Assemblée qui dit à l'exécutif, encaisser les recettes pétrolières à telle hauteur. Du point de vue TSPP, donc taxe spéciale sur les produits pétroliers, du point de vue des taxes à valeur, c'est l'Assemblée qui donne ce quitus. Donc quand un parlementaire demande au Premier ministre de prendre des décisions de subventionner, d'abandonner des taxes, ça veut dire qu'il s'y prend mal. Il doit plutôt introduire un projet de loi pour dire aux parlementaires, ce n'est pas la peine qu'on prélève les taxes de pétrole, il faut subventionner, il faut le vendre gratuitement. Bon, si le projet de loi passe, tant mieux, ça veut dire que l'exécutif n'est pas interpellé. Mais si ça ne passe pas, si l'Assemblée, à travers vous, autorise à l'exécutif d'encaisser les recettes pétrolières afin de permettre de construire les écoles, les hôpitaux, les routes, il n'y a pas de raison derrière qu'on demande au même exécutif de renoncer à ces taxes. Ce n'est pas possible. Donc ça aussi c'est important. J'ai entendu d'autres commentaires qui disent, mais on est minier. Pourquoi on n'utiliserait pas les ressources minières pour compenser la contre-performance des recettes pétrolières? J'ai dit, mais ça aussi c'est une analyse qui me pose problème. On doit garder à l'idée que les mines vont s'épuiser un jour. Chaque fois qu'on fait une découverte d'une accumulation en bauxite, en uranium, en ceci, en cela, la première des choses c'est d'évaluer le potentiel du gisement. Ça voudrait dire qu'on est tous conscients que demain, les mines vont nous fausser, les mines ne resteront pas éternellement en exploitation.
Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'utiliser correctement ces ressources minières-là pour supporter le secteur porteur de croissance de l'économie, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie, de manière à ce qu'un jour, quand ça sera fini avec les réserves de bauxite, quand ça sera fini avec les réserves de l'or et tant d'autres, que la Guinée ait d'autres activités qui permettent d'assurer la survie de son économie. Sinon, si on abandonne tout pour diluer ça avec les recettes minières, ça voudrait dire qu'on va contre le mur, parce que le jour où les mines vont s'arrêter, hein, l'économie va tourner en rond. Voilà. Donc, c'est ça, globalement, mes collègues sont à côté. Aussi, pourquoi, entre-temps, le prix a flambé? Parce que quelqu'un peut se poser la question. J'ai dit qu'en mars 2015, nous étions entre 45 et 46 $. Mais entre-temps, il y a une flambée. On a le cours du baril aujourd'hui qui oscille entre 75 et 78. Les raisons sont simples. Quand le baril a chuté, c'était expliqué par le fait qu'il n'y avait pas compréhension, il n'y avait pas convergence de position entre les pays producteurs de pétrole. Ça pesait sur leurs finances publiques. Chacun en a tiré les leçons. Ils n'ont pas voulu continuer à voir et rétrécir leur surface financière. Mais ils se sont entendus, ils se sont retrouvés. Ils ont dit, bon, convenons de baisser la production mondiale. Vous savez qu'en économie, c'est simple. Le facteur qui équilibre entre l'offre et la demande, c'est le prix. Donc, chaque fois que vous baissez l'offre dans une dynamique de croissance de la demande, ça vous fait un effet, une tension sur le prix. C'est ce qui est arrivé à l'international. Les pays, donc en novembre 2016, ont décidé donc de baisser la production. Et puisque l'économie mondiale croît, donc cela a créé une tension. À cela, comme vous le savez, il y a la crise au Venezuela, il y a la crise en Libye, il y a l'incertitude qui s'installe au Moyen-Orient avec l'Iran. La Libye était contributrice donc de la production mondiale, le Venezuela également. Tous ces deux pays sont en retrait aujourd'hui de par leur rapport en termes de production. Donc cela a fait qu'il y a une chute au niveau de la production. Cette chute-là s'est traduite, puisque la demande, elle croît, par une flambée de prix. Donc pour les pays comme nous autres, on a un facteur additionnel. Le facteur additionnel, c'est le surcoût lié à l'effet monétaire. Vous conviendrez avec moi, pour ceux qui ont encore les yeux dans les archives, en février 2014, le 1 $ était échangé autour de 7 000. Aujourd'hui, on est à 9 000. Ce n'est pas forcément le fait de la contre-performance de la politique monétaire du pays. Il vous souviendra que entre 2015 et 2016, le dollar s'est apprécié à l'international. Les spécialistes à l'époque ont évalué ça autour de 20%, et aucune monnaie du monde, y compris bien évidemment le franc guinéen, n'a résisté. Toutes les monnaies se sont effondrées. Et cela s'est traduit en surcoût au niveau de l'importation. Parce que tous les pays qui ont leur facture d'achat libellée en dollars, une fois que le dollar se renchérit, naturellement cela vient vous gonfler le coût d'importation. Donc la Guinée n'a pas échappé à cela. Et cela, a contribué donc à avoir l'effet qu'on a aujourd'hui, le gonflement du coût de revient, naturellement qu'il peut se traduire que dans la fixation du prix à la pompe. Le gouvernement aurait aimé continuer, mais l'impossible n'est tenu, puisqu'il n'y a plus de réserve au niveau des taxes. Toutes les lignes sont épuisées, l'augmentation s'est posée, et c'est ce qu'il faut faire. Merci.